Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Art Talk. Je suis Mandrin Godez et cette fois je ne suis ni en compagnie de Ronce ni en compagnie d'Anaïs car Ronce est en train de faire du crossfit loin là-bas. Et du coup elle préfère cracher ses poumons plutôt que venir vous parler, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Monsieur Lee Oscar Meyer, Raphaël Villegas et Dimitri Chapuis. Salut les gars. Salut, bonjour. Donc comment ça va? Bah écoute, pas mal, il pleut un petit peu, mais on fait aller. Ouais. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser vous présenter un peu votre parcours, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes. Ok, bon, on fait quoi? On fait en petite table ronde. Oui, Tu veux commencer Je peux commencer, je suis Voilà. juste à côté de toi, Mandrin. Très bien. Je m'appelle Lee Oscar, on m'appelle Oscar, c'est plus simple. Je suis concept artiste freelance. J'ai bossé 3 ans à Berlin dans un studio de jeux mobiles qui s'appelle Vuga. Je travaille avec Dimitri. Et j'ai fait les designs des objets isométriques. Et en décembre 2021, j'ai quitté la boîte pour me lancer en freelance. Et depuis, j'ai travaillé sur un film de science-fiction en fin 2021, un projet d'illustration concept art pour du e-sport récemment en mars. Et là, j'ai complété 2 mois sur un film auprès de la boîte de production Lionsgate. Et j'ai designé les véhicules d'un film de science-fiction. Et c'était une super expérience. D'accord. Et aujourd'hui, je suis en vacances au Art Weekend. Super. Alors, donc moi c'est Raphaël Villegas, je suis concept artiste freelance aussi, avec un statut un peu spécial parce que ça fait quand même si je suis freelance, ça fait quand même 3 ans et demi que je travaille pour le même client, avec quelques à côté, et je travaille pour un studio qui s'appelle Apple Studio, en Belgique. Je suis belge pour préciser. Et voilà, donc il n'y a pas énormément d'industrie là-bas, mais ça se développe. Et j'ai voulu saisir une chance il y a quelques années, et bien d'essayer de faire grandir l'industrie en Belgique et de faire partie de tout ça. Et voilà, après j'ai été plein de choses, on en parlera peut-être dans le reste du podcast, Ouais. mais globalement, concept artiste généraliste. D'accord. Très bien. Et moi, Dimitri, je suis artiste freelance aujourd'hui, mais j'ai pas mal changé entre freelance et employé dans des entreprises. La plupart du temps, j'ai travaillé en tant que freelance pour des jeux de société, en tant qu'illustrateur. Et quand je travaillais dans des entreprises, c'était plus pour du jeu vidéo en tant que concept artiste, cara designer. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus illustration et concept art. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui on est vraiment en compagnie d'une team de concept artistes. Du coup, comment ça se passe pour vous niveau boulot, etc. Est-ce que c'est tranquille pour trouver ou est-ce que vous êtes un peu en recherche permanente et en... Je vais plutôt laisser les gens qui sont vraiment freelance. Ouais. Moi je suis vraiment planqué pour l'instant, donc ça se passe bien. Et alors, moi pour l'instant, donc j'ai quitté la boîte où je travaillais avant pour me remettre au freelance. Et il s'avère que c'est plus compliqué que ce que je pensais. Ouais. Donc j'ai dû recontacter des anciens clients. Et il y a des clients avec qui j'ai plus envie de travailler, non pas parce que je ne les aime pas, mais parce que j'ai envie un peu d'évoluer dans ma carrière et de faire d'autres choses. Ce qui fait que c'est pas tous les jours facile pour trouver les clients, je suis obligé de démarcher. Et parfois d'accepter des choses que j'ai plus envie de faire, mais il faut bien remplir le frigo. Du coup voilà, j'en suis encore à retrouver une clientèle que j'ai envie d'avoir pour l'instant. Ouais. Et toi Oscar du coup? Pour moi, c'est quasiment le même schéma. Enfin, j'ai quitté le taf que j'avais en CDI, toujours à Berlin, en décembre, en espérant avoir du temps pour construire un portfolio. Et j'ai eu en fait un coup de chance d'être contacté sur le premier film auquel j'ai travaillé. C'est des contrats relativement instables. D'ailleurs, à chaque fois que j'en discute, les gens trouvent ça un peu précaire, mais c'est à la semaine et ça se relance jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur un design. Donc j'ai fait ça pendant presque 2 mois initialement. Puis, lorsque j'étais vraiment lâché sans client, j'ai démarché pendant 2 mois. Dimitri m'a recommandé à un client, ce qui était très cool. Ça m'a permis en mars d'avoir un taf. Donc janvier-février, en gros, je n'avais rien.
pendant que je démarchais, à peu près partout, vraiment internationalement. Et durant ce taf, qui avait une organisation en réorganisation, en gros, la disponibilité n'était pas toujours claire, hein. J'ai encore eu un coup de chance en fait d'être contacté. Donc pour le film, avec ce client sur lequel j'ai bossé, avec lequel j'ai bossé pendant 2 mois. Donc en fait, j'espère pouvoir reproduire ce schéma, avoir un peu de chance encore sous peu. Et sinon, en fait, c'est je m'exporte partout sur les sites, les réseaux sociaux. Je Ouais, contacte. je vois, c'est un peu, c'est pas mal de réseautage aussi. Ah oui, absolument. Ouais. Pas pour tout le monde, hein, j'ai l'impression. Enfin, moi, je sais quand moi je fais de la 3D, je suis pas du tout dans le côté concept art, mais dès qu'on me propose un job et que je peux pas le prendre ou qu'il m'intéresse pas, j'envoie des liens vers des contacts de gens que je connais qui pourraient être intéressés et qui sont des candidats potentiels aussi pour ce job-là. Parce que c'est assez important et j'estime que si je le fais, peut-être qu'un jour ce sera moi qui aurai besoin d'un job et qui serait bien content de recevoir un appel de quelqu'un à qui on m'a recommandé, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrive aussi régulièrement. Bon, j'ai un peu une particularité, c'est qu'en Belgique, il n'y a pas beaucoup de concept artistes. Il y en a, évidemment, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Enfin, ils s'exportent en général. Alors, ils vont au Canada ou alors ils restent en Belgique, mais ils font que du freelance pour des grosses productions qu'on ne peut pas se permettre en Belgique. Et de facto, avec les années, moi, je suis devenu un petit peu le monsieur contact. Voilà, j'essaye de connaître un peu tout le monde, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Ici, on est à l'Art Weekend, je me suis quand même déplacé pour ça. Et on ne sait jamais quelle graine on va planter, et peut-être dans quelques années qui va permettre d'avoir un contrat ou se renvoyer la balle. Et après, une fois qu'il y a des sortes d'amitié qui s'installent aussi, mine de rien, c'est aussi ça, c'est très humain comme ce genre de contact, c'est pas uniquement professionnel. Et on pense aux uns aux autres, en fait, tout simplement, quoi. Ouais. Parce que l'industrie, c'est une bulle, en fait. Ouais. C'est vraiment tout petit. Plus on avance et plus on trouve en fait les mêmes personnes, que ce Ouais, soit c'est ça. d'événement en événement ou de taf en taf. Oui, c'est vrai. Après, c'est aussi le fait de quand on a un client qui nous connaît, qui nous propose un travail et qu'on ne peut malheureusement pas le faire, c'est toujours intéressant de lui renvoyer vers quelqu'un qu'on estime fiable. Ouais. Comme ça, on garde aussi un bon contact avec ce client. Ouais, c'est ça. Faut pas voir les autres comme La concurrence. comme de la concurrence, même si ça en est quelque part, mais je veux dire, on est tous dans le même bateau et se tirer dans les pattes, j'allais dire se tirer des bâtons dans les roues, mais ça n'existe pas comme expression. On peut l'inventer. Voilà, on peut l'inventer. Voilà. Vous l'avez entendu ici en premier. Mais oui, c'est pas quelque chose c'est pas un calcul gagnant en fait, je pense, sur le long terme, parce que peut-être que tu vas mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un une fois et que lui va t'en mettre plus tard et ce sera pas le moment, etc. Et du coup, non, c'est important, je pense, de vraiment garder un bon contact avec tout le monde et de toujours rester cool en fait avec tout le monde, parce que Oui, puis on peut avoir un retour sur investissement, entre guillemets. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'avais proposé un ami à moi pour je ne sais plus quel projet. Et des années plus tard, cet ami qui croule sous le travail me propose du travail qu'il ne peut pas faire. Parce qu'une fois, je lui en ai proposé. Donc, JB, si tu m'entends. Yes. Ouais, et du coup, c'est assez important d'avoir ce côté, pas avoir peur d'aller vers les autres aussi. C'est ça que moi, c'est pour ça que je vais à l'Art Weekend, c'est parce que tout le monde est super cool, super chill, c'est un peu les vacances et puis tu es là, tu dessines et quelqu'un qui arrive, qui s'assoit à côté de toi, qui dessine aussi, puis on discute. On a beaucoup de chance dans cette communauté, elle est vraiment, vraiment bienveillante. Je faisais le parallèle avec d'autres événements qui sont très bien, hein. Mais forcément, comme il y a beaucoup plus de monde, on se retrouve avec des profils qui peuvent être plus difficiles d'accès, ou alors qui ne s'imaginent pas l'événement comme nous on veut se l'approprier. C'est des événements ici, l'Art Weekend est très abordable financièrement par exemple, et c'est pas très loin pour les francophones, du moins ceux en Europe. Et par contre, dès qu'on doit aller dans des événements comme le Trojan Horse Wise Unicorn au Portugal,
eh bien, si c'est des gens du monde entier qui se réunissent en Europe, pour eux c'est un investissement énorme. On parle pour un Européen c'est 1 500 € en moyenne avec le logement, etc. Et pour quelqu'un qui vient d'Asie, c'est 3 000, 4 000, 5 000 € pour son séjour. Ouais. Et forcément, à partir de ce moment-là, la recherche, l'échange, il est plus trop dans la fraternité. J'ai l'impression qu'il est plus on est vraiment dans quelque chose de corporate, de business. Il faut absolument en tirer quelque chose. C'est normal, c'est un investissement, mais forcément, on n'en tire pas les mêmes choses. C'est clair, c'est clair qu'on ici, on est vraiment, c'est un peu même le slogan de l'Art Weekend, je crois, c'est la famille, quoi. Ouais. Donc, Vin Diesel, si tu nous écoutes, c'est pour toi celle-là, mais je veux dire, on est tous ensemble, on est vraiment là pour devenir copains, en fait, ou là où effectivement dans les événements un peu plus, comme tu dis, corporate et tout, il y a le THU, il y a les AMAG, il y a le Festival d'Annecy aussi en film d'animation. Ouais, il y en a aussi, alors le nom m'échappe, mais oui. À Berlin et... Berlin, ouais, The Art Department. C'est ça, Art Department. J'étais d'ailleurs il y a un mois là. Ah bah super. Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs? J'adore cet événement. Ce que j'adore, c'est qu'on dirait un petit peu le Art Weekend avec un budget plus gros, hein, évidemment, mais dans le sens où il cultive une communauté qui est hyper active sur Discord, si jamais vous n'avez jamais rejoint ce Discord. Et en plus de ça, ils ont trouvé des moyens de faire participer la communauté. Et j'avais eu la chance au début du Covid de faire une présentation pour The Art Department en distanciel au cœur du Covid. Mais parce qu'ils font des appels en fait à qui désire présenter son travail. Alors évidemment, c'est pas juste bonjour, je m'appelle un tel, voici 3 dessins. L'idée c'était de faire des présentations, mais je trouve ça cool qu'un organisme aussi gros qui fait quand même 2 grosses conventions européennes à Eindhoven et à Berlin propose un peu au tout venant artiste de présenter son taf. Voilà. Et pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire juste avant, j'ai pensé au fait que, en fait, je trouve que pour la rareté des opportunités pour la rareté des rencontres qui se transforment en véritables opportunités, par exemple à un THU ou à un Art Department, Art Weekend il est plus rentable en termes de rencontres parce que je préfère rencontrer des gens et devenir ami avec eux que d'avoir des rencontres volatiles avec des gens qui sont à la tête de studio ou qui sont art directors, qui m'échangent des cartes de business, des cartes de visite, mais qui ne se concrétisent jamais. Ça reste un bel objet dans son portefeuille. Mais je préfère largement développer des amitiés comme on l'a fait ici, qui potentiellement un jour donneront suite à un petit projet. Carrément, voilà. Complètement, parce que oui, c'est vrai que quand tu vas dans les gros events, genre je pense au MIFA par exemple, parce que c'est celui que je connais le mieux, mais le MIFA au Festival d'Annecy, c'est certes il y a plein de gens, il y a plein de monde et tout, mais c'est toujours en train de parler. Tu parles de bise en fait, alors que là, tout à l'heure j'étais avec Clément, on parlait de roller, l'autre fois on était avec Valentin, on parlait de, je sais même plus de quoi on parlait, mais c'est rien à voir avec de l'art quoi, et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'en fait tu apprends à connaître les gens et pas à juste mettre une tête sur un portfolio en fait, c'est pas juste ça, c'est que venir dans les gros événements très très corporate entre guillemets, tout le monde est là, regarde mon portfolio, du coup en fait t'es là genre ok, j'ai vu ton portfolio, j'ai vu tout ça, j'ai vu ta tête, on discute 5 minutes, mais vraiment on va parler que de. Il y a un côté tête chercheuse comme ça, c'est ça. Tu laisses même pas tranquille l'intervenant qui se déplace, qui n'a pas forcément d'ailleurs de temps à t'accorder, mais après des fois c'est un peu la chance d'une vie quoi. On se retrouve quand même avec, pour Annecy je ne sais pas, mais THU on peut se retrouver avec quand même des gens qui ont travaillé sur des licences incroyables, qui sont des vétérans de 30-40 ans, qui pour certains sont extrêmement généreux et ils sont prêts à chatter, discuter avec toi, mais c'est pas tout le cas quoi. Alors petite pause, on est rejoint par Swan. Bonjour. Le bon Swan Keller, comment ça va? Bien. Trop cool, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Un peu, présente-toi pour les gens qui nous écoutent. Eh bien écoutez, moi je suis illustrateur principalement. Je
bosse pas mal pour des petits studios de jeux vidéo en majorité en Suisse, Ouais. pour des studios indépendants. Sinon, je fais beaucoup d'illustrations aussi pour différents types de magazines, de petites choses qui se passent en Suisse. La majorité de mes clients sont suisses, donc, où j'y habite. Et puis je fais aussi de la formation à 40% dans une petite école d'art à Lyon et justement où j'enseigne un peu les fondamentaux, ce genre de choses. Voilà. Ok, super. Et du coup, oui, en fait, avec les copains, là, on parlait des événements artistiques et de comment est-ce que l'Art Weekend c'était vraiment différent dans le sens où la remarque qu'on est en train de se faire, c'est que dans les autres événements, on est vraiment très. On n'est pas là pour acheter du terrain en fait. C'est-à-dire qu'on est là genre, pour montrer son portfolio, pour avoir des retours dessus, pour rencontrer des gens, mais vraiment dans une optique purement professionnelle, alors qu'à l'Art Weekend, c'est plutôt. On est là pour se faire des amis et après on voit si ça débouche sur quelque chose. On a moins ce côté speed dating un peu qu'on peut avoir ailleurs, ce côté genre mon dieu faut que je chope qu'on peut avoir au THU comme tu disais. Mais on s'arrête pas à des échanges de 5 minutes. J'ai Ouais. envie de dire à l'Art Weekend, bon, c'est aussi le nombre de participants. Pour rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est une centaine, c'est 100 personnes. Ouais, on est 100 100 personnes pas en tout plus, cas quoi. pour cette Ouais. édition. Ce qui fait que pendant 5 jours, on a l'opportunité de voir pratiquement tout le monde. Je pense vraiment avoir dit bonjour au moins à tout le monde Ouais. et avoir eu des discussions profondes en groupe avec au moins 30-40 personnes. Mm. C'est pas un concours évidemment, mais bon, l'idée c'est quand même de s'ouvrir aux autres, de partager des moments mémorables, de souvenirs. Justement, Oscar, par la force des choses, avec cet événement-là, on est devenu, pour moi, je te considère comme un ami. Ouais, tu seras le parrain de mes enfants. Hein. J'y compte bien, et toi de mes pigeons. Oui. Voilà. Et voilà, donc ça crée une complicité assez vite. Et à THU, c'est impossible. Pourtant, THU, c'est aussi une semaine. Ouais. Bon, j'en ai fait qu'un. Et je dois avouer que ça a été un très 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 beau moment. Je l'ai fait avant l'Art Weekend, quand j'ai découvert ce genre d'événement. J'ai adoré. Mais après, quand j'ai visité l'Art Weekend en version, en édition d'hiver, j'y ai trouvé beaucoup plus de choses. Ça me correspondait plus. Et j'avais besoin de ça, même en tant qu'artiste. Ça va au-delà, je pense, que du réseau. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, complètement, ouais. À une autre petite échelle, à l'époque, il y avait Café Salé, pour ceux qui connaissent, qui avait fait un workshop aussi. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré Swan. Pour son plus grand malheur. Voilà. Et cette amitié a fini par, il y a quelques temps, qu'il m'a proposé plusieurs fois du travail, parce qu'il ne pouvait pas le faire. Donc je reviens à l'idée de... C'est un peu une sorte d'investissement qu'on fait, mais sur le long terme, et qui passe d'abord par l'humain, et ensuite par des opportunités qui peuvent se faire. Ouais, clairement, parce que en fait le truc c'est que t'es pas dans ce... je veux dire, il y a des talks à l'Art Weekend, hein, évidemment, mais les talks au final, dire là on est là 5 jours, il y a 4 talks d'1 heure, et tout le reste du temps c'est piscine, c'est trampoline, c'est barbecue, on bouffe, on dessine, et on parle quoi. Et les intervenants ont l'occasion de rencontrer Et c'est ça, c'est que l'auditoire, enfin le public quoi. Les intervenants sont vraiment mixés dans le pool quoi, c'est pas genre ils arrivent par la porte de derrière, ils font leur talk et ils se cassent vite avant que... Ils sont pas mis à part, comme Ouais, on c'est pourrait ça, voir dans d'autres... Tout le monde est vraiment en Les immersion événements totale. français qui ont lieu à Paris. C'est vrai qu'il n'y a pas un carré VIP où il n'y a que les VIP qui discutent entre eux. C'est vraiment un échange, tout le monde se partage et ça c'est très 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 agréable. Ouais. C'est vrai que c'est particulier. Alors je reviens encore sur THU pour faire un petit peu un parallèle. Tu parlais de carré VIP, Swan. C'est vrai qu'il y en a un, malgré tout, dans cet événement-là. Je ne sais pas pour The Department, donc on va en reparler aussi. Mais il y a quand même une mixité qui se fait. Ils viennent quand même nous voir, on peut aller leur parler. Et évidemment, comme il y a 750 personnes, ils sont extrêmement sollicités. C'est très compliqué, mais j'ai eu le plaisir de pouvoir discuter avec les gens qui travaillent avec Kim Jong-gi, d'aller un tout petit peu lui parler. Je me suis senti assez privilégié et c'était possible. Bon, voilà. Après, pour The Department, là, je sais pas comment ça se passe. Ouais. Avant de rapidement parler du Art Department, je pense que le THU, c'est une fièvre en fait, le THU. Qu'est-ce que tu entends par fièvre? Genre c'est une fièvre, c'est frénétique, dans le sens où tu t'arrêtes pas. Hein. tu t'arrêtes pas et à chaque moment tu as l'opportunité de peut-être serrer une main qui vaut le coup selon les likes, selon la visibilité.
Donc, Alors là, Attends, il commence ouais, est-ce que tu il veux se qu'on- met à pleuvoir un peu fort là. On fait une pause et on revient. Ok, on est reparti, la pluie s'est arrêtée, on s'est trouvé un autre spot. Alors on a la route juste derrière, donc il est possible que vous entendiez passer Des avions. présentement une petite voiture de temps en temps, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc on en était à... écoutez, vous savez mieux que nous, puisque pour vous le temps ne s'est pas arrêté. Mais je reprends du coup. Pascal, reprends juste donc ta pensée. rapidement, en fait, la fièvre du THU qui est en fait une semaine ultra survoltée où on serre des mains qui peuvent ou peuvent ne pas compter. Ce qui est de pire d'ailleurs dans ces gros événements, c'est qu'il y a presque une sorte de hiérarchie qui se fait selon l'importance soi-disant au like, à l'influence sur les réseaux sociaux. Ça reste important et pour moi c'est un énorme gain d'inspiration et c'est un gain de motivation dans les temps qui suivent. À la différence où Art Weekend, il y a une forme de, je sais pas, de décomplexion totale sur quel est le profil de la personne qui se trouve en face de moi. Je peux reconnaître un prénom, je peux reconnaître une tête même, ou un dessin si c'est un sketchbook qu'on me présente. Mais je suis pas dans cette frénésie de dire bonjour, je m'appelle un tel et je fais ceci parce que plus tard j'aimerais faire cela avec vous. Je suis plutôt dans une démarche de me dire salut, ça se trouve on peut s'entendre, viens on boit ce soir et on voit où ça va la discussion et voilà en fait. C'est vrai qu'il y a une pression. Il y a une pression au THU qui fait que t'as pas. Enfin, tu en parlais, Raphaël, avant, que t'es pas là pour rien. T'as dépensé beaucoup d'argent. Oui. Et chaque occasion de montrer ton portfolio à quelqu'un d'important dans le business, c'est quelque chose d'important. Et une occasion manquée, ça fait un peu chier. Ben oui, là on parle vraiment d'opportunités qui peuvent changer une vie. Quand on parle de ce genre d'événement, il suffit d'avoir, je sais pas, je dirais une bêtise, mais on rencontre quelqu'un qui travaille chez Naughty Dog. Il s'avère que on a un très bon travail, mais on sait très bien qu'on peut être le meilleur si on ne sait pas se vendre, si on n'est pas vu, on est inexistant, même si au bout d'un moment ça appelle à la vision. Enfin, ça appelle à être vu, d'avoir un beau portfolio pour peu qu'on poste. Mais dans ce genre d'événement, voilà, dès qu'il y a, je sais pas, on en parlait hier soir, à partir du moment où il y a un gars qui a un super sketchbook, tout le monde se l'échange. Ça devient une frénésie autour d'un artiste qui est, j'aime pas ce terme-là, mais on va dire talentueux, qui a vraiment quelque chose qui fait la différence. Et il suffit que la bonne personne, donc dans cet exemple-ci de Naughty Dog, l'ait vu, et c'est une opportunité de trouver du travail instantanément. Par la passion de la création, alors qu'ici c'est plus voilà, la passion humaine. Avant tout, Et puis il n'y a pas de pression, c'est-à-dire que Non. si tu n'as pas eu l'occasion de parler à un des intervenants, bah, c'est pas grave parce que tu as pu parler à plein d'autres personnes et en vrai c'est tellement petit que forcément à un moment donné tu étais au bout d'une table avec un intervenant et vous avez échangé quelques mots. Et pour rebondir là-dessus, la grosse différence c'est que THU, tu dois faire, bon je parle de THU mais c'est possible qu'il y ait ça dans d'autres événements, on doit choisir le nombre des conférences, il y en a vraiment beaucoup. THU là ils viennent d'annoncer 44 intervenants pour une des premières journées, donc il va falloir... Ouais. Voilà, c'est et- ça, faut choisir ton... Il faut choisir. Tu Il peux faut pas tout choisir. voir. Et il faut choisir entre aller voir les conférences de profil les plus grands de l'industrie ou aller réseauter. Il y a des gens qui vont juste pas aller dans ces conférences-là et qui vont réseauter. Ouais. Contrairement à ici à Art Weekend où on est tous invités à tous faire toutes les activités ensemble au même moment, pour peu que ce soit des activités collectives. Et après il y a des moments de repos où on fait ce qu'on veut, quoi. Et ça c'est majeur, quoi. C'est Tout une à grosse fait. différence. Bah, complètement, ouais, parce que t'as pas ce côté intéressé que Ouais. tu peux avoir dans les conventions un peu plus orientées, vraiment professionnelles, réseau et tout. Et oui, là, tu es vraiment là pour les gens. Et du coup, bah, en fait, là, moi par exemple, à cette année, il y avait Cyril Rocklen, qui est quand même l'une des personnes dans le monde de la sculpture que j'admire le plus, quoi, parce que c'est juste fou ce qu'il fait. Allez voir le travail de Cyril Rocklen. Tous les liens seront dans les descriptions. Et en fait, bah, c'est un gars super sympa. Je veux dire, j'étais là, genre, j'espère que je pourrais lui parler. Puis en fait, le lendemain, où je me lève au petit-déj, et il vient s'asseoir en face de moi à table. Et bah, évidemment qu'on a discuté, quoi. Et c'est un gars adorable. Et c'est super cool et c'est génial. Et du coup, maintenant, c'est pas. On a pu échanger et partager quelque chose d'un peu plus, de beaucoup plus profond que juste une lecture de portfolio et 3 conseils. C'est ce qu'on n'a même pas fait d'ailleurs au final. Mais du coup, bah, maintenant, je pense que pouvoir dire que bah, c'est un pote. Voilà, tu m'écoutes Cyril. Salut. Et
Alors que dans une autre convention, j'aurais peut-être été juste un des 50 portfolios qu'il a vu dans la journée. Et c'est tout en fait. Et c'est ça qui est. On crée un lien, pas forcément d'amitié, parce qu'on va pas avoir la prétention de toujours vouloir être ami avec les gens, mais il y a un lien en tout cas amical qui se fait. Ouais, c'est ça, on a partagé quelque chose et c'est pour ça que j'ai dit un pote et pas encore un ami. Tout à fait. Voilà, c'est ça, c'est pas encore à aller l'aider pour son déménagement ou des trucs comme ça. Ouais. Mais tu vois, des gens comme Valentin par exemple ou quoi, Valentin quand il vient à Paris pour l'IAMAG ou quoi, il dort à la maison sans problème. Et c'est un gars, je l'ai vu 3 fois à l'Art Weekend quoi. Et c'est. Je tiens à dire que Swan a proposé que je dorme chez lui à Lausanne dès que je passe à Lausanne. C'est une évidence. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Et voilà, et c'est évident. Et qui n'invite-t-il pas chez lui pour dormir? C'est ça la question. Non, alors je ne fais pas de trafic. Je tiens à préciser, mais c'est important. Donc c'est vraiment ce côté où on a des échanges qui sont beaucoup plus profonds que juste de la lecture de portfolio simple et c'est beau. Ouais, je verse une larme là. Ouais, moi aussi. J'ai envie d'en verser une deuxième pour les gens de la BAC. Et on est de retour parce que cette fois c'est la carte SD qui était pleine. Donc voilà, ça tombe bien parce que je pense qu'on avait un peu fait le tour de cette histoire de THU versus Art Weekend. Ouais. Voilà, mais donc du coup, qu'est-ce que vous avez fait à l'Art Weekend? Eh bien, on a fait des choses. On a fait des choses, ouais. On a beaucoup mangé. On a bien mangé. C'est déjà important. C'est vrai. Je pense que c'est important de le souligner. Ils sont pas radins sur les portions. J'ai peut-être plus bu que mangé perso. Ouais. De bière, de l'eau, une bière de tartine. De l'eau, bien sûr. Oui, de l'eau, bien ouais, sûr. Évidemment. Parce qu'il fait chaud, faut s'hydrater. Ouais. Mais blague à part, il y avait des super talks, vraiment. Bandrin, tu disais, il y en avait 4, 5. Mais le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, comme je disais juste avant, ça permet de vraiment en profiter. Ouais, c'est tous. ça. Et cette année, particulièrement, on a vraiment eu des discours de vie, mais de seniors. Ça changeait d'avoir l'interview classique, qui est toujours intéressante à écouter, mais qu'on a peut-être déjà entendu. Alors que là, c'est vraiment plus une réalité de ce que ça représente le métier une fois qu'on a 40, 50 ans et qu'on a de la bouteille, quoi. C'est ça, ouais. Oui, c'était le talk de Baptiste Gobert, notamment, qui était super important là-dessus, parce que, pour moi en tout cas, c'est celui qui m'a le plus vraiment touché, dans le sens où il était vraiment dans sa réflexion sur sa pratique du dessin, de l'animation et tout, de comment, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que ça me fait ressentir, ce que je produis maintenant, comment est-ce que je peux continuer de créer des choses au final après des années, des dizaines d'années à faire que ça et c'était super intéressant en fait de voir un peu des gens qui sont plus loin dans leur parcours. En plus c'était Bastien qui lui donnait la réplique. Donc du coup on avait une autre voix super intéressante avec beaucoup d'expérience qui posait des questions, qui enchérissaient et tout et je sais pas vous, mais moi quand j'entends ces gens qui sont beaucoup plus seniors que moi qui parlent, des fois j'ai l'impression qu'ils parlent un peu, qui disent des choses qui ont énormément de sens, qui sont super profondes, mais que j'arrive pas encore bien à saisir. Je sais pas si ça vous l'a fait. Ça m'a fait 1-2 fois, ouais. Mais c'est. Que t'es là, genre tu entends ce qu'il a dit, tu dis, là il a dit un truc, c'était super important, mais j'ai pas compris. Je pense que ça vient de l'expérience qu'on a chacun. Ils sont plus âgés que nous, ils ont eu plus d'expérience dans le métier, dans leur vie. Ouais. Et je pense que c'est des réflexions qui est due en fait à leur expérience de vie générale, que nous on n'a peut-être pas encore parce qu'on est relativement jeunes par rapport à eux. Ouais. Moi je me souviens quand j'ai fait mon école d'art, les profs me disaient des choses où je me disais effectivement c'est important, mais j'arrive pas à comprendre vraiment le truc. Et c'est genre 2 ans plus tard où leur phrase me revient en tête. Oui. Et je me dis putain, j'ai compris. Ouais. Mais c'est parce que moi-même j'ai eu cette expérience-là à ce moment-là et je me dis ça fait résonance avec ce qu'ils m'ont dit il y a 2 ans. C'est un peu comme des leçons de parents. On nous avertit de tout ce qui va mal se passer, on ne veut pas les écouter, on doit les vivre pour pouvoir s'en faire une opinion. Exactement en fait. C'est ton père ou ta mère qui te disent attention, si tu fais ça, ça va se passer comme ça. Et tu fais, mais non, je suis indestructible. Ouais.
Ouais, puis en même temps, on peut se dire on a chacun des expériences différentes. Donc Ouais, tout à pourquoi ce qui lui arrivait à lui m'arriverait à moi? Ouais. Et peut-être que ça ne va pas arriver, mais peut-être que si. Donc, C'est ça, on sait pas en fait, tu sais jamais. Tu sais jamais. Mais ouais, moi c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que les conférences en tout cas cette année étaient beaucoup plus orientées sur la réflexion autour de la pratique plutôt que sur la pratique vraiment en elle-même. Et c'est ça que j'aime bien parce qu'au final, la pratique, il y a des tutos sur YouTube, il y en a plein, il n'y a que ça. On peut s'en acheter, on peut en regarder gratuitement, il y en a partout. Des cours, moi j'en ai eu quelques-uns quand même. Enfin, je veux dire, si j'ai besoin d'apprendre de la technique, j'ai pas besoin de venir à l'Art Weekend, j'ai pas besoin d'aller dans des conventions en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir le ressenti des gens et de comment est-ce que eux ils approchent la création, la pratique et tout ça quoi. Et pour moi c'est trop important, enfin c'est beaucoup plus important que juste apprendre à bien utiliser son outil pinceau ou lasso dans Photoshop quoi. ouais, puis le fait de les entendre parler d'un sujet dont on nous a peut-être rabâché quelque chose. Par exemple cette année, je trouve qu'il y avait une notion chez les 4, je suis pas sûr tous, mais en tout cas chez la majorité, c'était la notion de curiosité qui se retrouvait chez beaucoup d'intervenants. Et on peut se dire être curieux évidemment c'est important, mais ils ont tous une approche différente de la curiosité et avec leur parcours de vie qui était différent. Et je trouvais que c'était intéressant de voir, je pense à Florian au petit qui a commencé en voulant être militaire. Et qui par des déclics de découverte de choses qu'il ne pensait pas connaître ou j'en sais rien, a fait résonner quelque chose en lui. Ouais, le talk de Florian était particulièrement touché. C'est ça, non seulement dans l'évolution parce que il avait vraiment une idée très précise de ce qu'il voulait faire et en fait petit à petit, comme tu disais Dimitri, il a fini par se décaler de déclic en déclic vers autre chose quoi. Et moi là où vraiment j'ai eu un déclic voire même une claque, c'est parce que ça fait 6 ans voire 6 ans que je bosse, que je suis dans l'industrie et tout, que je bosse avec des directeurs artistiques et en fait je bosse avec eux, jusqu'à présent je savais ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire ils étaient là pour dire fais ceci comme ci, ceci comme ça, pour définir le look du film et tout. Et en fait le talk de Florian il m'a vraiment appris, sans le dire explicitement, mais il m'a vraiment montré comment est-ce qu'on devenait DA en fait. Genre, tout à fait. Et c'est un truc qui est complètement con, mais c'est genre tous les jours tu te cherches 30 images sur un thème, juste un mot comme ça, où il avait donné des mots genre l'enfer au Moyen-Âge ou détail ou peu importe. Et là en fait j'ai vu la manière de penser qu'il avait quand il était étudiant, parce qu'il nous a montré l'exemple des bateaux, de son prof qui lui a demandé de chercher des images de bateaux. Et donc il avait mis un yacht, il avait mis un Titanic, une péniche, un bateau de pêche, etc. Et il nous a montré les images qu'il avait choisies quand il était étudiant. Il nous a aussi montré les images qu'il aurait choisies lui aujourd'hui. Et en fait effectivement c'est vrai que c'est des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes d'un point de vue créatif en fait, parce que je veux dire un yacht, on a tous vu un gros bateau blanc avec des vitres teintées, on en a tous vu un et au final c'est tous un peu les mêmes, mais alors qu'il y a des bateaux qui sont complètement fous quoi. Il nous montrait des bateaux de pêche avec des grosses bobines partout, des petits bateaux monopersonnels qui ressemblent plus à un espèce de plot de chantier qu'à un bateau vraiment, et c'était des trucs comme ça en fait. Et vraiment cet éveil à la curiosité c'était super rafraîchissant, parce que du coup t'es là, tu vois qu'en fait même des objets que tu penses connaître, tu les connais pas en fait. Ça c'est que même des trucs que tu penses savoir, tu ne sais rien en fait. Ouais, sa méthodologie était intéressante. Il a créé un site, je sais pas si tu le mettras en référence. Oui bien sûr, oui. Tifotite.com. Pardon, Titotit. Tifotite. Tifotit. Quelque chose comme ça. C'est particulier. Ou Titovit, je sais pas. On vous mettra le lien dans la description. Toujours est-il que avant de faire ce site internet, il a pris donc l'initiative de rassembler toutes ces images pour lui. Ces images, il leur a mis une description, ça va au-delà de rechercher des images par exemple sur Pinterest, particulièrement pour notre métier ici de concept artiste.
ou d'illustrateur, ben, des fois on doit aller très vite et on va juste chercher des références, on essaie de les mixer, d'avoir un résultat intéressant. Lui, en ayant une base de données hyper importante déjà en amont, d'avoir cultivé cette curiosité pendant des années, il peut aller repêcher des informations dans ces fameux dossiers. Ces fameux dossiers des packs d'images, il va mettre donc cette description, il les met à disposition des gens. Et du coup, on peut profiter de son expérience, de ces années qu'il a passées à être curieux, à essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Ouais. Et voilà, ça c'était extrêmement généreux. Et je pense que même nous, en tant qu'artistes, on devrait perpétuer ce genre d'outils et ce genre de fonctionnement. Clairement, c'est une pratique super. C'est une pratique géniale, quoi, parce que moi, moi je suis modeleur, du coup mon métier c'est vraiment prendre une image que quelqu'un d'autre a dessinée et refaire la même chose. Et moi je m'intéresse beaucoup au contraire à la phase précédente, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée, justement comment est-ce qu'on invente des choses. Et je pense que Florian il m'a donné une leçon là-dessus, c'est-à-dire que en fait moi je regarde toujours à quoi ressemblent les choses, c'est-à-dire par exemple du vélo à mes étudiants, je leur fais toujours dessiner la première chose que je fais dans l'année, c'est je leur dis voilà, vous sortez une feuille, vous dessinez un vélo, mais vous n'avez pas le droit de prendre de modèle. Et vous allez voir que vous n'avez aucune idée de ce à quoi ressemble un vélo en vrai. Voilà. Et justement, là, Florian, ce qu'il m'a montré, c'est que tu peux avoir la réflexion complètement inverse si tu dois inventer un truc, c'est-à-dire tu vas aller chercher toutes les dingueries qui ont été inventées en termes de vélo, tu vois, par exemple. Tu vas avoir des vélos, on pense de suite aux gros vélos, les vélos avec la roue géante à l'avant qu'il y avait au tout début, puis, mais tu peux avoir des vélos pliables, tu peux avoir des vélos de descente, des vélos de route, etc. Et j'imagine qu'il y a encore énormément de types de vélos dont j'ai jamais entendu parler. Et justement, cette curiosité d'arriver à aller chercher des choses pour en inventer des nouvelles, c'est trop cool en fait, c'est trop rafraîchissant et c'est ça qui, pour moi, fait qu'on ne s'essouffle pas artistiquement en fait. On va toujours chercher plus loin. Ouais, on s'arrête pas à la première idée qu'on a quand on entend un mot en fait. Ouais, c'est ça. J'avais un étudiant la semaine passée qui faisait un personnage avec un masque de bourreau sur lui et il a pris il a sorti la première idée de masque de bourreau qu'il avait. Et je lui ai demandé d'aller chercher plus loin parce que des masques de bourreau, il peut y en avoir de toutes sortes. Et on peut aller même au-delà, d'avoir des masques d'un peu de SM qui ressemblent à des masques de bourreau. Et c'est des choses qu'on n'a pas encore l'intuition de faire quand on est étudiant. Ouais, c'est ça, ouais. C'est aller plus loin que la première idée qu'on se fait. Exactement, du truc, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Pour sa conférence, c'est vrai que c'était très intéressant là-dessus. Mais l'idée globale de tous les artistes, enfin de ma propre interprétation de ce que j'ai entendu dans toutes ces conférences, c'est on passe notre vie à se façonner des compétences pour arriver dans une industrie. Cette industrie nous façonne à son tour aussi, on s'enferme dans des choses, on oublie un peu l'artiste. L'artiste qu'on était, l'artiste qu'on pourrait et on voudrait devenir, parce que l'industrie est régie par des règles qui sont très strictes, économiques, etc. Et j'ai l'impression que les motifs de la plupart, c'est de se dire, à partir d'aujourd'hui, maintenant plus de 40 ans, j'ai envie, il faudrait nous-mêmes en tant qu'artistes essayer de chambouler un peu tout ça, d'aller se retrouver, d'aller beaucoup plus loin que ce que l'industrie nous dicte. Ouais, c'est ça, ouais, parce que j'en parlais encore avec Florian, mais à table cette fois, et là on avait justement cette réflexion avec Lionel aussi qui est venu faire un petit reportage sur l'art truqué. Et de ce côté justement, qu'est-ce que l'industrie nous apporte, qu'est-ce qu'on apporte à l'industrie, mais qu'est-ce que l'industrie aussi des limites qu'elle a, parce que le but c'est que c'est une industrie, donc le but ça reste quand même de faire des sous au bout d'un moment, tu vois, pour les jeux, pour les films, etc. On fait pas juste... Nous en tant qu'artistes, tout ce qu'on veut c'est que notre travail soit reconnu comme bon, mais les gens qui payent, eux, ils ont envie que leur travail soit rentable, enfin que ce soit rentable surtout, et du coup ils mettent certaines barrières qui posent parfois souci, parfois qui sont bonnes, mais qui peuvent surtout limiter en fait en termes de créativité et d'inventivité, quoi. Je sais pas, est-ce que vous, en tant que concept artiste et même dans l'illustration peut-être, Swan, vous avez parfois des clients ou des boîtes qui vous disent non, par contre ça on peut pas se permettre de le mettre dans le film parce que ça va pas assez parler aux gens,
Ouais, alors pour ma part, j'ai majoritairement eu beaucoup de chance parce que j'ai déjà les gens quand ils me contactent, généralement ils viennent déjà avec un style, parce qu'ils viennent pour le style que je crée. Ouais. Et souvent, on va dire, ils me laissent une assez grande liberté au niveau des créations, ce qui est plutôt un bon avantage. Bah ouais, carrément. Après, non, de ce côté, je touche du bois. C'est vrai que j'ai rarement eu, ou les seules fois en général, quand on me demande peut-être de suivre justement de certaines lignes, c'est quand il y a déjà un élément qui a été créé et puis ils me demandent de réinterpréter. Et là, du coup, c'est reprendre les concepts déjà existants et puis de faire une illustration avec les personnages existants, puis en faire une légère interprétation avec mon style ou en respectant un minimum les codes de leurs personnages pour arriver à quelque chose de concret qui, bien sûr, qu'on montre que c'est leur jeu. Mais autrement, c'est vrai, de ce côté-là, j'ai rarement eu un cas, en fait, où tout à coup je suis parti dans une direction, on m'a dit ah mais écoute là on part pas du tout dans la ligne directrice ou quoi que ce soit. J'ai peut-être aussi une affinité à pouvoir peut-être trouver assez rapidement ce que le client veut. Après aussi j'attire aussi des clients qui sont spécifiques du coup. Pour ma part ça va. J'ai pas eu trop de mauvaises surprises pour le moment. Bien de la chance. Ouais, je pense. Et toi, Oscar? Non, mais récemment, effectivement, dans les projets sur lesquels j'ai travaillé, vu que je fais du design brut, et qui plus est de véhicules ou d'architecture, s'il y a une ligne directrice qui est établie auparavant, ce qui est toujours le cas jusqu'à maintenant, je ne peux pas me ramener avec mes références personnelles et ce qui me plaît moi, et essayer d'adapter ça au projet. Il faut que je colle à cette ligne établie, mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est un impératif de l'industrie. Et généralement, jusqu'à maintenant, j'ai été plutôt bien traité par des production designers et des directeurs et directrices artistiques qui fournissent des moodboards très extensifs et à ma grande surprise et grand bonheur, très majoritairement, voire quasi exclusivement, des photos ou des documents artistiques historiques et non pas des images contemporaines sorties de ArtStation ou de Instagram. Ouais, je vois. Donc voilà, et puis après mon taf c'est d'insuffler un peu d'inattendu et d'originalité dans ces références-là. Voilà, je peux pas trop en dire plus en fait, je m'en rends compte. Ouais. Mais ça me semble logique, enfin j'imagine que les gens qui nous écoutent, si ce sont des étudiants ou des gens qui travaillent, s'attendent ou savent déjà que c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des cas, qu'on est ici principalement pour servir une vision, on a des talents d'illustration, de designer, c'est un craft, littéralement c'est ce qu'on vend. Et il y a des gens dont le métier, avec qui ont généralement plus d'expérience, qui sont plus avancés dans la vie, comme Florian, comme moi, les gens qui sont au-dessus de moi au taf, c'est de poser une vision et on les paye parce qu'ils ont une vision précise. Alors, ma question, c'était pas tant sur le côté faire des choses qui correspondent à une vision du film, parce que évidemment qu'on essaie de respecter la vision du DA ou quoi. Je parlais plutôt de limitations qui sont pour le coup imposées par des questions de rentabilité, dans le sens où moi par exemple, je donne un exemple, quand j'ai bossé sur le Grinch, vous connaissez le travail du Dr Seuss, c'est tout fait des courbes, que des trucs un peu bizarres avec des machines les plus alambiquées possibles pour au final faire des trucs tout simples. Et en fait, à la base, les designers nous avaient fait une ville un peu années 50 avec des caisses enregistreuses qui font bling bling avec un tiroir et des téléphones avec des claviers ronds, vous savez, où on tourne les numéros pour avoir le truc. Et un jour, le producteur et donc le grand patron, celui qui donne les sous pour le film, est arrivé et a dit par contre, je suis désolé, mais les enfants qui vont regarder le film là en 2018, les caisses enregistreuses comme ça, ils les ont jamais vues, et les téléphones comme ça, c'est pareil, ils vont pas arriver à s'identifier, donc j'aimerais des caisses enregistreuses avec des scanners et des téléphones portables. Et du coup, il a fallu que refaire une grosse partie du design du film pour justement ces questions-là de rentabilité, et qui, pour moi, c'est brider un peu la créativité au service justement du côté business en fait. Là en plus c'est un peu étrange parce que c'est un peu limiter une audience d'être exposé à des références et une époque qui est archi concrète. Donc je trouve que c'est un petit peu un manque de foi
en la vision, en le regard des enfants qui regarderont le film, de manière archi concrète. Cependant, récemment, j'ai vécu sur le projet sur lequel je suis une limitation due au budget. Je design des véhicules. Les véhicules concept vont devenir des véhicules réels qui vont être fonctionnels, qui doivent être sécurisés pour des troupes et des acteurs et des cascadeurs, etc. Le production designer qui vient avec une vision artistique grande et intéressante demande une page de design qui sont inspirés de véhicules qui en fait ne sont pas qui sont trop chers à l'achat. Et une fois que cette page est faite, quand bien même ça nous plaît tous, il y a la production derrière qui coupe l'herbe sous les pieds et qui dit très bien, vous avez fait ça, mais en fait nous on peut s'offrir ça. Donc on réadapte les aspects qui nous ont plu et on réadapte ce qui avait été approuvé visuellement sur des modèles qui eux sont à la portée du budget. Oui, évidemment. Mais perso, je trouve ça un petit peu dommage que toi, tu es un producteur qui limite en fait. Après, c'est illumination, on est vraiment là pour le coup dans le cas typique de la société qui veut et qui doit faire de l'entrée, doit faire un film qui fonctionne à fond et qui ne peut rien se permettre pour la moindre polémique ni rien, impossible. D'ailleurs, sur Tous en scène 2, à la base, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais à la base ça s'ouvrait sur une comédie musicale sur Thriller de Michael Jackson. Donc ils étaient contents, ils avaient réussi à avoir les droits sur du Michael Jackson, ça avait coûté un billet grand comme ça à Universal. Ou pas d'ailleurs, je ne sais même pas si Michael Jackson n'appartenait pas déjà à Universal, enfin bref, c'est pas la question. Mais du coup, ça a été l'époque où il y a eu le fameux documentaire sur Michael Jackson, très à charge et tout, qui est sorti. Et là, du coup, on n'a plus de Michael Jackson dans le film, c'est hors de question. On ne veut pas être associé à ça, etc. Et donc, on a dû remplacer par du Prince, quoi. Ce qui est très bien aussi, hein. La musique est cool, la séquence d'intro est très sympa et ça n'a pas impacté le film en lui-même. Mais du coup, ça arrive parfois qu'on se retrouve à devoir changer des choses à cause de, j'allais dire de caprices, mais vraiment de soucis purement pécuniers sur ce genre de choses. Et parfois ça permet de faire mieux, parce que ça donne une seconde chance, c'est-à-dire qu'on va pas prendre ça, on va prendre ça à la place, et peut-être que le second choix était le meilleur. Mais parfois aussi je trouve que c'est un peu dommage de couper justement la créativité pour des questions de rentabilité en fait. Et toi dans tes productions plus d'illustration, de numétrie, est-ce que des fois tu viens peut-être avec des suggestions de design ou alors les designs sont déjà préfaits, comment ça se passe Dans l'entreprise où je travaillais avant, donc je créais des personnages qui étaient écrits et peut-être là où il y avait une notion, je ne peux pas dire d'argent, mais il y avait une notion de vouloir plaire à un public, j'imagine pour que le jeu se vende bien et que les gens puissent rentrer dans l'histoire plus facilement. C'est-à-dire que les personnages que je créais devaient être inspirés d'acteurs ou de personnalités très connues. C'était une composante pas forcément obligatoire, mais qui était quand même fortement suggérée. Ouais, je vois. Et en soi, ça ne me posait pas de problème créatif, mais pour tel personnage qui a telle personnalité, les scénaristes avaient choisi tel acteur pour le représenter, et je devais me plier à ça. Ouais. C'était pas malheureux, mais c'est une raison, je pense, commerciale autre aussi, qui n'est pas forcément négative, mais qui peut représenter des choix de direction. Là, du coup, c'est plus tellement une question de créativité, c'est plus une question d'éthique pour moi, de genre, tiens, est-ce que tel acteur est au courant qu'il y a des gens qui font une BD avec un perso pompé sur sa tête pour faire des sous, tu vois. Alors là, le truc, c'était qu'on reconnaisse qu'il y ait une reconnaissance un peu inconsciente de la tête de l'acteur, sans pour autant que ce soit un portrait fidèle de l'acteur. Donc il fallait changer la taille d'un nez, la pilosité, etc. Ouais, je vois, ouais. Il a la même barbe que machin. Oui, exactement. C'était des sortes de sosies. Ouais. Très bon sosie. Ouais, je tiens à dire que je les identifiais tous toujours. Hein. Ouais. C'était un peu le but en même temps. Ouais.
Donc on peut dire que tu faisais bien ton travail. Ouais, j'étais un bon créateur de sosie. Il faut qu'on reconnaisse, mais pas qu'on ait de problème, quoi. Exactement, c'était ça. Ouais, je vois. Et par exemple, c'est arrivé des fois que alors moi je travaillais pas encore dans la boîte à ce moment-là, mais qu'il y a un personnage qui soit trop ressemblant et qu'on a demandé à modifier parce que c'était, je crois, l'acteur qui jouait le maître Miyagi dans Karate Kid. L'artiste avait fait un portrait beaucoup trop ressemblant et on lui a demandé de changer un petit peu son faciès pour que ce soit complètement lui. Je vois bien. Ok. Ben, moi je voudrais dire aussi, là vous avez des types de production particulières, ça dépend de la position aussi, ça dépend des échanges qu'on a aussi avec la production, à quel niveau on se trouve dans la boîte et à quel moment on peut avoir un impact. Ouais. Et combien de têtes il y a au-dessus de nous pour pouvoir essayer d'avoir un message à faire passer. Dans ce que nous disait, que je dise pas de bêtises, ce que nous disait Baptiste, et il y avait un moment donné où il avait quand même plein contrôle sur sa créativité, et c'est là qu'il a commencé à décider d'aller vraiment plus loin. Et il a fait plusieurs séries, plusieurs productions, on lui a quand même laissé carte verte, et c'est de son propre chef, mais au fur et à mesure qu'il a été de plus en plus loin dans les possibilités de production. Et moi je me retrouve un petit peu dans ce cas de figure, c'est-à-dire que je travaille pour une boîte double A, plus ou moins 70 personnes, 2 projets en même temps, et je valdingue un petit peu entre les 2 projets. Et ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de concept artistes dans l'équipe, il n'y a pas beaucoup de directeurs artistiques non plus, voilà, il faut un peu équilibrer les forces. Et ce qui fait que même en tant que concept artiste, eh bien, j'ai la possibilité de discuter rapidement. T'as quand même ton mot à dire et tout, Et ça, je le sens bien. Après, du coup, c'est une responsabilité qu'on peut prendre ou refuser. Ou rester plutôt en retrait et juste faire ce qui est demandé. C'est facile, c'est ça exactement, de se dire, je suis payé pour ça, je vais pas prendre de risques. Alors qu'en fait, tu as carte blanche et c'est là où il essaie de mettre le point. Ouais, c'est pour ça que j'ai quitté Illumination, c'est parce que au final, en fait, t'arrives, c'est un peu ton rêve, tu vois, tu veux bosser dans l'animation et tout, moi je veux bosser dans l'animation depuis que j'ai 10 ans et finalement j'ai réussi, tu vois. Et en fait, les 6 premiers mois c'est trop cool parce que tu es là, tu fais ton taf, et en fait, au bout d'un moment, le rêve, ça devient juste ta vie. Et du coup, tu aspires à un peu mieux et là, tu essaies de faire des propositions, de mettre un petit peu ton grain de sel et tout. Puis quand tu essaies de faire une proposition, il faut que tu en parles au lead, au sup, au CG sup, au directeur artistique. Et encore, tu vois, d'abord, tu as le sup qui a décidé si ça valait le coup d'en parler au CG sup, qui a lui-même décidé si ça valait le coup d'en parler au directeur artistique, qui peut-être, lui, éventuellement, peut évaluer si ça vaut le coup d'en parler au réal, mais c'est des trucs, on est 1000 dans la boîte, on est 600 à bosser sur un film. Si tout le monde se met à faire des propositions, plus personne s'en sort en fait. Et moi c'est pour ça que je suis parti, c'est parce que justement j'avais pas assez de... J'en avais marre juste d'être simplement un petit rouage dans une grosse machine et de faire simplement ce qu'on me dit. Parce que tu peux atteindre un niveau de la responsabilité dans une boîte comme ça, mais il faut rester 15 ans et être là au bon moment. Quand il y a un désistement d'une personne à responsabilité, il faut être le premier en poste, il faut qu'il n'y ait personne d'autre de plus qualifié que toi qui veuille prendre la place et tout. Et c'est pour ça que je suis parti et que du coup je suis tombé dans un autre studio qui est beaucoup plus petit et où justement c'est de la pub, du coup c'est des prods plus courtes et qui se font un peu plus pas à l'arrache mais beaucoup plus spontanément quoi. Et du coup t'as beaucoup plus d'occasions de saisir ta chance de mettre ton grain de sel parce que le truc il le faut maintenant tout de suite et on n'a pas eu le temps de réfléchir en amont et c'est toi qui peux être force de proposition et tout je l'ai fait et du coup je me suis retrouvé à être CG sup sur une prod et c'était super enrichissant parce que du coup j'ai enfin pu avoir mon mot à dire sur certaines choses, coordonner une équipe, travailler avec un peu tous les départements en même temps et même avec les gens, le réal et tout, aller m'adresser directement au gars qui prend les décisions et lui dire ça on peut le faire, ça on peut pas le faire, ça le plus simple ce serait de le faire comme ça, par contre ça implique ceci, etc.
c'est un truc que je trouve beaucoup plus gratifiant. Et effectivement, c'est beaucoup plus. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus cool. Après, il y a des gens à qui ça va très bien de juste être une petite main et de faire ce qu'on dit, de pas se poser de questions. Et le soir, on rentre et c'est fini, quoi. Mais ouais, en fait, moi, je sais pas, j'ai besoin d'avoir ce côté où je peux participer à l'élaboration, en fait. Voilà. C'est un peu ce que disait Oscar un petit peu plus tôt, c'est que, ou c'était toi, mais dans le sens où on est juste des craftsmen, quand on est juste là pour produire, on est à l'issue d'une production, mais toutes les productions ne sont pas organisées de la même manière. Moi personnellement, c'est pour ça que j'aime bien les studios plutôt indépendants, dans le jeu vidéo en tout cas pour ma part, et parce que on te laisse effectivement beaucoup plus carte verte. Carte blanche, pas carte verte, mais carte verte aussi, voilà. On te laisse carte blanche et puis on te fait confiance pour ton expertise. Alors que quand tu es dans une grande entreprise, forcément, comme tu dis, il y a plus de 1000 personnes, c'est difficile de te laisser ta place. C'est normal, parce que c'est un château de cartes, ça peut vite s'effondrer. Si quelqu'un prend une mauvaise décision, c'est des centaines de personnes qui peuvent en pâtir derrière, quoi. Et sans parler du budget, du temps, surtout en animation où le retake c'est compliqué. Oui, c'est ça, quand il y a une retake, faut en parler à tous les départements qui vont être impactés, quoi. Puis surtout quand tu bosses au modeling, parce que le modeling, c'est-à-dire que derrière, tu as la texture, tu as le rig, tu as l'anime, tu as le lighting, tu as même le compo parfois. Enfin, je pense à Sonic. Oui, je pense exactement la même chose. Après, Sonic, on peut en parler. Moi, je suis certain que c'était un coup marketing et que c'était fait exprès. Je pense aussi. Je pense que c'était fait exprès. J'ai du mal à y croire. Mais... Regarde. Un DA peut pas valider ça. C'est vrai que c'était quand même très singulier. Parce que... Dans le temps... Pardon, vas-y. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Ok. C'est vrai maintenant. Dans le temps qui a pris de faire les retakes... C'était vachement court. 6 mois, c'est pas beaucoup. Voilà. C'était super court. C'était super court pour que le film sorte. Le film est sorti. Quelques mois après, il y a un second qui a été annoncé, qui est sorti dans un délai qui est certainement plus court. On compte pas les crushs. Bien sûr, mais il n'y a pas les crunchs, évidemment. Mais moi, je suis persuadé que c'était un coup marqué, parce qu'au final, la pub, elle dure quoi, 1 minute 30 et sur la minute 30, tu le vois combien de plans, Sonic? Tu le vois 3-4 plans, max. Et je pense que tu mets 4 personnes sur les 3 plans en question qui font un truc moche, tu mets ça dans le trailer, tu as le monde entier qui en parle et ça fait de la pub gratuite et 6 mois après tu montes la vraie tête du vrai Sonic et tout le monde est là genre on est content, on a été écouté par la production, on a notre mot à dire et finalement le film va être bien, finalement ce sera pas si terrible et du coup en tant que studio tu gagnes des points, tu vois. Donc je sais pas si c'est le cas ou non. Est-ce que l'un de vous a vu le film ou pas? Moi j'ai pas regardé, non. Moi j'ai vu, je vais pas dire que c'est un grand film, mais en vrai j'ai apprécié. Parler encore plus loin parce que vous avez vu les Chipmunks. Chipmunks, j'ai vu mais ça fait un moment, c'est vieux ça, non? Le dernier film qui est sorti, j'ai pas vu le tout dernier. Il y a vraiment genre une apparition du Sonic moche. Et ils ont réutilisé Sonic moche avec des belles blagues et tout, et du coup tu dis toi tu regardes ça, ils l'auraient utilisé, etc. Maintenant avec ce que vous dites comme info, tu fais surtout Sonic, je sais pas si vous connaissez, mais ça fait quelques années qu'ils ont un ou des community managers qui sont extrêmement drôles et qui ne se font que se foutre de la gueule du personnage avec Sonic. C'est des mèmes où un Sonic vraiment dégueulasse fait sous Paint, mais eux, même la communication officielle utilise et on joue. Et les fans en redemandent. Le marketing sale, autodestructeur pour des franchises ultra rentables, c'est quand il n'y a plus de stratégie, il y a de la stratégie en fait. C'est ça, mais c'est Mikado qui avait fait ça, parce que vous connaissez Mikado, les biscuits là en fait. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une tige de biscuits avec du chocolat autour. Ah oui, un Mikado. Et pendant un Mikado. Et pendant un temps, ils avaient sorti une pub, c'était nouveau Mikado sans chocolat. Ah oui. Et tout le monde était outré sur Twitter en mode non mais vous êtes complètement débile et tout et genre il y a eu des hashtags et tout et Not my Mikado. C'est ça, genre je crois que le hashtag c'était le Mikado sans chocolat c'est aussi con que, et après tu mettais la suite. Et en fait à la fin en fait 2 semaines plus tard, quand ça avait bien enflé, ils ont annoncé qu'en fait, non, c'était une blague et en fait on vous a fait un Mikado avec 2 fois plus de chocolat justement. Et là tout le monde a dit on s'est bien fait avoir et c'était cool, tu vois. Et
je trouve ça très intéressant comme stratégie marketing. Et je sais pas si Sonic c'est le cas ou non, parce que j'ai des potes qui ont bossé chez Framestore, Dineg et tout, qui ont bossé sur des films genre parce que le gros film qui est sorti à l'époque dans le même style, c'était Pokémon. Et qui n'avait le droit de absolument rien dire. Donc il faudrait inviter quelqu'un qui... Il faudrait, mais ils ont rien le droit de dire du tout. A priori, c'est contrat, tu te tais et c'est tout. Quoi. Je pense que ça a été catastrophique comme relation de production. C'est comme pour Cats en soi. Hein. Cats, c'est autre chose, mais c'était un bon cauchemar, Cats. Là, je pense pas que ce soit un coup de pub pour le coup. Non. Parce qu'ils n'ont pas changé les designs, visiblement. Ils n'ont pas changé les designs. Non, ils n'ont pas changé les designs. Peut-être qu'ils. Non, par contre, initialement, ils avaient fait des tests en prosthetics. Ils avaient fait des tests en SFX. Ah ouais? Ouais, qu'on peut trouver sur internet, absolument. C'était plus joli? C'est moins Uncanny Valley. C'est moins étrange. Mais ça reste de base une mauvaise idée. Hein. Alors, Cats, pour le coup, je l'ai vu. C'est un fever dream, comme on dit. Ouais, c'est j'aurais dit Nightmare Fuel, mais ouais. Voilà. Ouais, donc non, c'est. Je sais pas, pour moi, ce 4 c'était raté pour le coup. Graphiquement, en tout cas, c'était trop perché pour que ça fonctionne. J'ai l'impression de voir un peu un gros délire de fans de Fury. Mais justement, du coup, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est de se demander est-ce que toutes ces remasters à outrance, que ce soit dans le jeu ou dans le film, qu'est-ce que ça revient un petit peu sur le sujet de ce qu'on se disait. Ça va au-delà même de l'artistique, ça va même au niveau des productions. Il y a quelque chose qui commence un petit peu à être un rouage un peu brisé. On n'arrive plus à aller de l'avant, on reste un petit peu sur les mêmes idées, on les refait. Dernièrement, on parlait juste en off, ils ont fait un remaster c'est un remake du coup de Last of Us 1, voilà. Ah bon? Voilà, ça a été annoncé il y a genre 2-3 semaines au moment où on est en train de parler. Et moi en tant que grand fan, ça me donne envie évidemment, tu vois, d'avoir les qualités du 2 sur le 1, qui est un monument du jeu vidéo. Mais on parle quand même de Naughty Dog, un des plus grands studios, qui a les moyens, qui a gagné suffisamment avec Last of Us que pour prendre des risques et ne même pas s'encombrer avec ce remake. C'est un truc, ça arrive beaucoup, mais même aujourd'hui en musique, je sais pas si vous entendez, mais le nombre de vieilles chansons qui sont détournées à la guitare, et genre t'es là et t'entends Zoubida, et t'es là genre mais qui je peux pas écrire une chanson sinon, genre plutôt que reprendre un truc qu'on a entendu 1000 fois. Je ne pense pas du tout au dernier album de Renault. J'ai pas écouté. Par Qui exemple, était un album de reprise uniquement. Je sais pas, mais de reprise, si vous avez fait attention, mais bon. mais il y a il y a la petite enceinte à côté là, et ça fait plusieurs fois que je passe et qu'il y a une espèce de reprise de Wonderwall c'est vrai. avec une espèce de sûr. chanteuse qui est plus suave, tu meurs quoi. Alors On recycle les souvenirs d'une c'est audience ça, qui a payé un et jour. c'est un peu c'est un peu un business model, parce que clairement tu es là, genre tu donnes aux gens ce qu'ils connaissent en fait. Star Wars. Ouais. Typiquement Star Wars quoi. Ah n'en parlons pas, on va repartir pour 2 heures. C'est ça. D'ailleurs je pense qu'on a assez duré, on doit être à pas loin d'une heure d'enregistrement. Ça fait beaucoup déjà. Ouais, Ça fait déjà pas mal. Donc je vous propose qu'on s'arrête là, et puis écoutez, ça m'a fait bien plaisir de vous avoir. C'était agréable de discuter avec toi. en Et tout cas. sachez que vous êtes tous invités pour avoir votre propre épisode du podcast. Incroyable. Merci Même beaucoup. si vous voulez ramener un pote. Bon, on revient dans Oui, tous les cas. Voilà. Les gars, on y va. Allez. Sortez les bières. Donc merci les gars, et puis Merci à à la toi. prochaine. Merci à toi. Voilà, Ouais, et à la puis, prochaine. On se retrouve très vite avec Raphaël, puisque Raphaël t'as son podcast aussi. Ouais, et je t'inviterai également certainement. merci. Il faudra qu'on Ouais. trouve un sujet de discussion. Tout à fait. Et voilà, et puis ça va être une très belle collaboration. Absolument. J'en suis certain. Donc on retrouve très vite Raphaël pour faire un feat avec le podcast Bouge ton pixel, que je vous invite à aller voir. Évidemment, les liens seront dans la description. J'ai pas noté les liens qu'on devait dans la description, ça va être un enfer pour te retrouver, mais Ça va. On n'a pas parlé de tant de choses que ça. je non, pense. ça va. Juste de 4. Juste de 4. On mettra un lien vers 4. Voilà. Et à la prochaine. Merci d'avoir écouté jusque-là. On vous rappelle qu'on est disponible sur Spotify, SoundCloud, Google Podcast et YouTube. Voilà. Et donc à la prochaine. Merci beaucoup. Salut.